Monsieur le Président, merci de vos mots d'accueil. Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, Madame la Présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Mesdames, Messieurs. Oui, je suis, moi aussi, je vais vous le dire, très heureuse de pouvoir vous rencontrer, m'adresser à vous dans votre diversité, la diversité non pas de vos engagements dans les objectifs que vous poursuivez, mais de la nature des métiers ou des travaux que vous poursuivez au quotidien. J'ai été heureuse de pouvoir visiter cette structure ensemble avec vous, avec les équipes du centre résidentiel thérapeutique Prélude il y a quelques instants, quelques heures, en début d'après-midi, et d'avoir à cette occasion la possibilité d'échanger avec des professionnels engagés dans la consultation jeunes consommateurs, l'un des centres en tout cas de CJC de cette région. Et puis j'ai été sincèrement émue d'ailleurs de pouvoir échanger avec une toute jeune femme qui est résidente dans cet établissement et qui allait mieux, allait bien, s'engageait avec confiance et avec espérance dans la vie professionnelle. Elle était en train de réussir un concours. Et moi, je dois dire que tout simplement, puisqu'elle est arrivée sans trahir quelque secret que ce soit, dans une situation qui était moins facile pour elle et pour son entourage, c'est tout simplement à sa vie qu'elle a été rendue grâce au travail mené dans cette équipe. Et je lui souhaite à nouveau bonne chance pour la suite. Et ce sera un succès de plus à pouvoir mettre à l'actif de cette équipe et de toutes celles qui, à l'instar de celle-ci, travaillent dans notre pays pour faire en sorte que les addictions reculent et les addictions soient prises en charge de manière satisfaisante. Vous l'avez évoqué, vous avez dit les responsables politiques n'ont pas forcément envie ou ne savent pas comment s'investir, s'engager dans la lutte contre ou pour la lutte contre les addictions. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est la violence des débats. La violence des débats dans notre pays dès lors que ces sujets sont mis sur la table. Comme si, en matière d'addiction, il fallait être du côté de la répression ou tout simplement être un laxiste qui ne verrait rien d'autre que l'acceptation de comportements déviants. J'ai fait l'objet de suffisamment d'attaques pour dire que sur l'échelle de Richter des attaques, celles qui, il y en a eu d'autres, mais celles qui concernaient ma volonté, dès le début de ma prise de fonction, de mettre en place, et j'aurai l'occasion d'y revenir, les salles de consommation à moindre risque, je dois dire que ça doit être de celles qui sont arrivées tout en haut donc, de cette échelle, pour des raisons qui me restent totalement incompréhensibles, je dois le dire, et qui ne trouvent d'autre explication que, au fond, l'idéologie ou une espèce de fantasme de ce que doit être la réalité du monde, comme si les situations sociales ne pouvaient pas être aussi prises en considération dès lors que l'on parle de santé, de prévention ou d'accompagnement. Les conduites addictives sont évidemment un défi que nous devons relever collectivement. La situation, vous la connaissez, et elle préoccupe les pouvoirs publics, je veux le dire. Vous affrontez les réalités sur le terrain, vous y rencontrez des consommateurs de plus en plus jeunes et de plus en plus de consommatrices. Vous prenez en charge des usagers de plus en plus précaires qui consomment des substances de plus en plus diverses. De nouveaux produits font leur apparition, comme les drogues de synthèse,
et de nouveaux modes d'approvisionnement facilitent la consommation par le biais d'Internet notamment, sur lequel il est plus difficile de lutter et de s'imposer. Les addictions sont multiples et elles se rencontrent souvent. Il n'est pas vrai que l'on est ou fumeur, ou consommateur d'alcool, ou accro au cannabis ou à d'autres drogues, ou aux jeux. Il arrive de plus en plus, bien sûr, que ce soit les mêmes jeunes qui soient confrontés à l'ensemble de ces addictions. La consommation de tabac dans notre pays continue de progresser. Les jeunes sont particulièrement concernés. À 17 ans, en France, un sur 3 est déjà fumeur régulier. 1 sur 3. J'ai fait, vous l'avez rappelé, de la lutte contre le tabagisme l'une de mes priorités. Je n'entrerai pas dans le détail de l'ensemble des dispositions que j'ai annoncées, mais je veux faire du programme national de réduction du tabagisme une politique globale, cohérente, qui cherche notamment, pas exclusivement, mais notamment, à éviter l'entrée dans le tabac des plus jeunes. Il s'agit aussi d'aider ceux qui sont moins jeunes à décrocher du tabac. Mais la priorité, c'est les jeunes, qui en France, plus qu'ailleurs, parmi les pays qui nous entourent, se tournent vers le tabac. Et je l'ai dit, mon objectif est assurément ambitieux. Il est de faire de la génération qui naît aujourd'hui la première génération d'adultes non-fumeurs en France. Il faudra pour cela une mobilisation sans faille, dans la durée, une ténacité, assurément, de l'ensemble des acteurs, et pas seulement publics, mais aussi publics, et d'une volonté et d'une ténacité qui soit assumée par-delà, disons, les gouvernements qui se succéderont. La consommation d'alcool excessive progresse, elle aussi, chez les jeunes. Je suis venue, il y a un peu plus d'1 an, à Lille, saluer l'installation d'une plateforme particulièrement innovante sur l'hyperalcoolisation des jeunes. Lille est une ville pilote en la matière, et donc c'est aussi pour moi une satisfaction que de me retrouver ici, même si j'y suis revenue depuis, mais de me retrouver ici à l'occasion de votre réunion. Parce que c'est précisément ce type d'expérimentation locale qui permet d'alimenter, de nourrir la réflexion et, au-delà de la réflexion, l'élaboration des dispositions réglementaires et législatives qu'il s'agit de mettre en place. La loi de modernisation de notre système de santé que je porte s'est inspirée de démarches comme celle-ci, pas uniquement comme celle de Lille, notamment pour faire face au phénomène que l'on appelle d'alcoolisation excessive, le binge drinking pour les jeunes. Et cette loi met en place, et vous l'avez rappelé, parce que là encore c'est une spécificité française, il a fallu batailler pour tout simplement maintenir l'équilibre issu de la loi Évin. La loi Évin, elle n'est par définition pas, là pour toute l'éternité, comme si c'était quelque chose sous cloche qu'il ne fallait pas du tout faire évoluer. Mais elle représente un équilibre. Et toucher à cet équilibre, aujourd'hui, je crains fort que cela n'aille dans un sens qui ne soit pas celui de la santé publique. Et donc, je le dis, toute la loi Évin, rien que la loi Évin, assurément, mais toute la loi Évin, si nous voulons ne pas banaliser le recours à l'alcool, même dans un pays comme la France, où nous avons une tradition culinaire, gastronomique, économique, mais enfin on peut aussi mettre en avant une nouvelle tradition de santé publique. Parce que ce qui pèche en France, c'est assurément la faiblesse de l'éducation en santé et de la prévention. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter il y a un instant, puisque l'un de mes sujets de préoccupation est d'arriver à comprendre pourquoi la France
voit la consommation de certaines substances augmenter, alors même que dans des pays voisins, on s'aperçoit qu'elle recule. C'est particulièrement flagrant pour le tabac, c'est aussi vrai pour le cannabis. Nous devons donc, et c'est ce que fait la loi, mettre en place non seulement des mesures d'interdiction, lorsque des mesures d'interdiction sont utiles, mais mettre en place un parcours éducatif en santé, faire vivre une politique d'éducation préventive ou de prévention par l'éducation. Réprimer sans doute, éduquer mieux, c'est en tout cas pour la responsable de santé que je suis, la priorité. La consommation de cannabis est aujourd'hui un sujet de préoccupation et la consommation de cannabis est dangereuse, je veux le dire, contrairement aux idées reçues. Une enquête récente de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a montré que pour la première fois en 10 ans, en France, cette consommation a de nouveau progressé chez les jeunes. Près d'un jeune sur 10 en fume tous les jours, près d'un jeune sur 2 en a fumé au moins une fois. Disons que l'autre statistique est plus préoccupante. C'est peu de dire que nous devons retrousser nos manches, et je sais que c'est votre état d'esprit. Je veux d'abord rappeler, et nous devons rappeler, que le cannabis, ça n'est pas, contrairement à ce que disent les jeunes ou ce que pensent les jeunes, sympa, entre guillemets, cool. Ça n'est pas simplement une manière d'être mieux ou de se sentir mieux, même si nous devons regarder en face le fait que pour des jeunes consommateurs, cette consommation permet ponctuellement d'aller mieux. Il fait courir le cannabis un risque pour la santé en ce qu'il altère les capacités cognitives et que sa consommation a des conséquences psychologiques, voire psychiatriques. Et je me réfère à l'expertise collective de l'INSERM de 2014, qui est évidemment une référence dans ce domaine. Chez les adolescents, le cannabis, et cela peut être un signal d'alerte, entraîne des difficultés d'apprentissage. Il favorise des troubles psychiques, mais aussi physiologiques, notamment pulmonaires. Il fait peser un risque sur l'environnement social, et lorsqu'il est associé à l'alcool, on sait qu'il peut être à l'origine d'accidents de la route. De ce point de vue-là, nous devons porter une ambition collective et une ambition de santé publique. Et j'ai la volonté que nous puissions agir de manière plus identifiée. Parce que des actions, il y en a. Et d'ailleurs, vous les portez. Agir, cela veut dire d'abord comprendre. J'indiquais il y a un instant mon interrogation face à ce que, en France, la consommation de certaines substances augmente alors qu'elle régresse dans d'autres pays. Je souhaiterais que des études, et pas simplement des études de santé, mais des études pluridisciplinaires, des études faisant appel aussi aux sciences humaines, nous permettent de comprendre le phénomène français. Et il me semble nécessaire, c'est en tout cas la volonté que j'ai exprimée auprès de la Direction générale de la santé, que nous favorisions des études de chercheurs dans des centres de recherche qui puissent travailler en relation, bien sûr, avec les acteurs de santé publique, les acteurs du secteur de l'addiction. Agir ensuite en mobilisant toutes les énergies. Parce que c'est à travers la coordination et la coopération que nous pourrons aller de l'avant. Je me réjouis de voir que l'action de votre fédération s'appuie sur un renforcement de l'accompagnement et une coordination de la prévention et de l'accompagnement pour construire un véritable parcours de santé plus fluide, mieux individualisé et toujours mieux adapté. Agir encore en innovant dans notre approche de l'addiction. Vous y avez fait référence et c'est la volonté que j'ai apportée dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
D'abord, en faisant de la prévention le socle de notre politique. Cela peut paraître banal, mais j'ai vraiment tenu à ce que les dispositions relatives à la prévention soient portées de manière cohérente dans le premier titre de la loi, ce qui n'est pas que symbolique. J'ai souhaité que le premier article de la loi définisse les objectifs de notre politique de santé, ce qui passe aussi par la mise en place d'une politique de santé publique et de prévention. La promotion de la santé, car c'est bien ainsi que nous devons parler, la promotion de la santé débutera dès lors que la loi aura été définitivement adoptée dès le plus jeune âge, avec la mise en place d'un parcours éducatif en santé à l'école qui doit être la concrétisation pour le plus jeune âge de l'éducation préventive et de la prévention au quotidien. Les enfants de moins de 16 ans pourront par ailleurs avoir accès à un médecin traitant, généraliste ou pédiatre. L'ensemble des professionnels de santé doivent pouvoir prévenir, accompagner les jeunes, mieux repérer les premiers signes d'addiction. Des liens devront s'établir d'ailleurs avec les différents acteurs extérieurs au système éducatif. Et je tiens à saluer le succès de votre site Internet qui est dédié aux professionnels non spécialisés en addictologie. Ils peuvent y trouver toutes les ressources nécessaires pour aborder ces sujets et je sais que vous complétez ce portail intervenir-addiction.fr, que vous l'étoffez donc de manière régulière. Nous devons agir enfin en consolidant nos dispositifs concrets d'addictologie. Votre fédération a joué et joue un rôle moteur dans le développement de nouveaux modèles de prise en charge. Je veux travailler à lever les freins qui existent pour faire avancer en particulier l'accompagnement. C'est à l'article 8, je ne sais pas si cela restera jusqu'au bout, l'article 8, mais c'est aujourd'hui l'article 8 du projet de loi qui propose une nouvelle acception plus large de la politique de réduction des risques et protège l'ensemble des intervenants au regard du code pénal. Cela me paraissait être une exigence si nous voulons que votre action et votre activité au quotidien puissent se dérouler de manière sécurisée. C'est l'article suivant, l'article 9, qui va rendre possible l'expérimentation donc des salles de consommation à moindre risque, un dispositif dont je n'ai pas besoin de faire la démonstration devant vous, qui a fait ses preuves à l'étranger, qui sera mis en place selon la volonté des municipalités. C'est une expérimentation pour 6 ans qui permettra aux municipalités qui le souhaitent, et plusieurs m'ont fait d'ores et déjà connaître, au-delà de Paris, qui s'est exprimé publiquement, leur souhait de s'engager. De même, la prévention sera désormais inscrite dans les missions obligatoires des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les XAPA, avancée à laquelle, je sais, vous teniez beaucoup. Et contrairement à ce que certains ont exprimé dans le cadre des débats de cette loi, l'accompagnement, la prévention représentent évidemment les engagements financiers majeurs en matière de lutte contre les addictions, puisque nous investissons plus de 380 millions d'euros par an dans ces politiques de prévention et d'accompagnement. Les consultations jeunes consommateurs sont un bon exemple de cette nouvelle approche tournée vers l'accompagnement. Elles sont la preuve que des réponses éducatives existent. Cette démarche a fait ses preuves, mais elle est insuffisamment identifiée et connue, en particulier des principaux intéressés. Je veux aujourd'hui m'adresser, à travers vous, mais je veux m'adresser aux parents d'adolescents qui se sentent désarmés et ne savent plus ou pas vers qui se tourner. Je m'adresse aussi aux jeunes qui, tout simplement, s'interrogent sur leur consommation lorsqu'ils s'interrogent sur la leur ou sur celle d'un proche. Chacun peut appeler un numéro unique, anonyme, gratuit,
Et j'ai demandé que soit engagée une campagne de communication pour faire connaître ces dispositifs qui permettent d'engager un dialogue gratuit et anonyme, sans tabou, avec un professionnel. Les discussions que nous avons eues il y a un instant sont à cet égard tout à fait probantes. Nous devons faire preuve de plus d'ambition. Au mois de janvier dernier, une grande campagne de communication a été lancée qui est un premier pas pour une meilleure visibilité auprès des prescripteurs, pour autant qu'on puisse les appeler comme ça, lorsqu'ils sont familiaux, mais aussi les professionnels. Cette campagne a eu un impact, semble-t-il, concret, même si cet impact a été limité par le fait que la campagne a été lancée au lendemain des attentats du mois de janvier, ce qui, évidemment, leur a donné une visibilité dans l'espace public moindre. J'ai demandé à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives d'aller plus loin, de renforcer cette communication et l'information en faveur des consultations jeunes consommateurs. Nous devons nous adresser aux jeunes là où ils sont, pas avec les moyens qui nous parlent à nous, pas avec les moyens qui, pour certains, sont ceux d'autrefois, c'est-à-dire tout simplement de la décennie passée, mais nous devons leur permettre d'aller sur Internet, sur leur smartphone. Nous devons leur permettre de géolocaliser la consultation la plus proche de chez eux. Une carte interactive sera bientôt disponible pour repérer rapidement où se trouvent les structures qui peuvent accueillir les jeunes consommateurs et leurs parents. Mesdames et messieurs, la lutte contre les conduites addictives est une priorité. Et nous devons changer d'échelle, c'est-à-dire faire en sorte d'agir plus tôt. Si nous voulons agir plus fort, nous devons agir plus tôt. Je sais que vous travaillez, que vous réfléchissez en permanence et travaillez à adapter vos modes d'intervention, vos pratiques pour aller à la rencontre des usagers, quel que soit leur parcours. Je veux vous assurer de mon soutien, de l'attention très vigilante que je porte aux travaux que vous réalisez, parce que c'est collectivement que nous parviendrons à faire reculer ce qui est un des enjeux de santé publique majeurs, notamment pour les plus jeunes des Françaises et des Français, de nos concitoyens, de ceux qui habitent sur notre territoire. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons relever ce défi, à condition de porter un regard bienveillant sur ceux qui nous entourent, sur ces jeunes qui entrent parfois de manière chaotique dans la société. Et au fond, un peu de bienveillance ne nuit jamais à la mise en œuvre des politiques de santé publique. Merci à vous.